La tendinopathie, c'est essentiellement défini comme une pathologie de surcharge. Ça veut dire qu'en gros, le tendon n'avait plus les capacités de tolérer les contraintes qu'on mettait dessus. Donc c'est forcément une activité qui est apparue soit par une augmentation brutale de l'intensité, soit par une augmentation brutale du volume, soit c'est juste une nouvelle activité et qui est venue surcharger le tendon et du coup développement de la pathologie. On sait que le tendon, c'est un tissu qui est capable d'évoluer et qui du coup peut devenir en meilleure santé ou en moins bonne santé, plus performant ou moins performant. Mais par contre, c'est donc un tissu actif et pas passif, mais il n'est pas directement contractable. Comment tu décrirais les zones à risque au niveau tendineuse dans le corps? Les principales pathologies, c'est tendon d'Achille, tendon rotulien qui est en deuxième, mais on classe pas les pathologies d'épaule. Valentin, quelle est la plus grande différence entre la structure d'un tendon et la structure du muscle tel qu'on les comprend aujourd'hui? La plus grande différence déjà, elle est dans la fonction, c'est-à-dire que le muscle, il va être là pour générer de la force, le tendon, il va être là pour l'emmagasiner et la restituer. Et ensuite, on va la retrouver, notamment, ça saute aux yeux dans la couleur. Donc, on va avoir un muscle qui est richement vascularisé et qui est généralement plutôt rouge, et un tendon qui est très peu vascularisé, qui du coup est relativement blanc. Et du coup, dans la composition, pour répondre à la fonction, le muscle va avoir des unités contractiles pour générer de la force. Et le tendon va être essentiellement constitué de collagène, qui est une protéine qui résiste très bien à la traction et qui est capable du coup d'emmagasiner ses forces. Donc, c'est ces deux grosses différences qu'on va avoir. Un muscle qui est très richement vascularisé, très riche en cellules et très riche en protéines contractiles, et un tendon qui est très peu vascularisé, peu de cellules, très compact et capable de, grâce au collagène, emmagasiner et restituer l'énergie générée par le muscle. Est-ce que c'est une bonne image de penser au tendon comme un élastique qui va emmagasiner cette énergie et qui va pouvoir la restituer? Alors, un élastique, ça c'est très bien, mais un élastique très très dur à déformer. Ok. Un tendon, on s'imagine, parce que effectivement, le tendon est un tissu viscoélastique, mais plutôt à propriété élastique, c'est-à-dire qu'il reprend sa forme une fois qu'il a été déformé, sauf si on passe un certain niveau de déformation où là, c'est la lésion. Mais par contre, c'est extrêmement difficile à déformer, c'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'un tendon, au-delà de 8% de 8-10% de déformation, c'est la lésion. Donc 8-10% sur un tendon, c'est quasiment rien. Et pour déformer un tendon à peu près à 8%, il faut entre 85 et 100% de l'intensité maximale d'isométrique. Hmm. Donc c'est très très difficile à déformer, ça demande des hauts niveaux de force. Mais sinon, dans l'idée, c'est la même chose qu'un élastique. Est-ce que tu dirais que donc pour vraiment solliciter ces tendons de manière maximale, il y a un prérequis au niveau de la force nécessaire pour ensuite pouvoir aller chercher le tendon? Donc est-ce qu'on peut dire que chez peut-être des gens qui s'entraînent pas et qui sont pas exposés à ces niveaux de force, eh ben on va pas avoir cette sollicitation du tendon? En fait, on sait que le tendon, c'est comme la grande majorité des tissus du corps humain, c'est un tissu qui est capable d'évoluer et qui du coup peut devenir en meilleure santé ou en moins bonne santé, plus performant ou moins performant. Mais par contre, c'est donc un tissu actif et pas passif, mais il n'est pas directement contractable. Donc, il n'y a personne qui peut contracter directement son tendon. La seule manière qu'on ait d'agir sur le tendon et de le faire évoluer, c'est par ce concept qu'on appelle la mécanotransduction. C'est un mot un peu compliqué pour simplement dire qu'il y a une transformation des contraintes mécaniques dans le tendon en messages chimiques qui vont ensuite dicter comment le tendon va évoluer. Et cette mécanotransduction, elle ne peut exister que si le muscle génère de la tension, puisque le tendon lui-même n'est pas capable de le générer. Donc il va falloir un muscle capable de générer suffisamment de tension pour que cette tension soit captée par le tendon, entraîne cette mécanotransduction et entraîne des adaptations tendineuses. Donc un muscle faible, c'est forcément un tendon faible. Mais un muscle fort, c'est pas forcément un tendon fort. C'est là elle est là la limite. Ok, on peut peut-être partir là-dessus pour mieux le comprendre. Donc, parle-nous des adaptations du tendon. Peut-être qu'on peut faire un petit préambule sur comment le muscle s'adapte typiquement à la tension de manière générale et après passer sur le tendon et parler de comment le tendon s'adapte. En réalité, le muscle va s'adapter essentiellement lorsque la contrainte, par la contrainte. Alors, si on parle au niveau structural, hein, après, si on passe sur le système nerveux et la génération de tension dans le corps, on sera sur d'autres formes de signaux envoyés au muscle. Hmm. Mais si on s'intéresse à la structure, l'hypertrophie musculaire, typiquement, on sait qu'il va falloir essentiellement de la contrainte excentrique et qu'il va falloir plutôt avoir des contractions qui sont lentes. Donc quand la contraction est lente, elle va plutôt avoir tendance à passer par le muscle, les contraintes vont plutôt avoir tendance à passer par le muscle
quand les contraintes sont plus rapides, il y a plus cette notion de vitesse, elles vont plutôt avoir tendance à passer par le tissu conjonctif et donc notamment par le tendon. Donc le truc, c'est que le tendon, il répond essentiellement à deux contraintes, l'allongement et la vitesse. Donc c'est pas tellement que on va différencier le muscle et le tendon, c'est surtout qu'en fait on passe beaucoup de temps à mettre des contraintes qui vont développer le muscle et très peu qui sont spécifiques à développer le tendon. Pour développer le tendon, il faut déjà être capable de le mettre en position d'allongement. Donc ça déjà, ça demande un certain prérequis. Et les personnes chez qui rien que le mettre en étirement, ça peut générer des douleurs. Donc être capable de développer la force en position d'allongement. Et ensuite être capable de développer la force au cours de l'allongement du tendon. Et dernière étape, être capable de développer de la force au cours de l'allongement du tendon rapidement. Et c'est là où en fait ces étapes parfois elles sont sautées, ou typiquement dans une rééducation, ou même dans de l'entraînement, on passe très rapidement à la notion de vitesse qui est souvent associée à la pliométrie. Ah, je dois renforcer mon tendon d'Achille, je vais faire de la pliométrie. Sauf que la pliométrie, c'est la dernière roue du carrosse, enfin, c'est le plus haut barreau de l'échelle. Et ça va jouer quasiment pas sur la structure du tendon. Il y a quasiment aucune adaptation structurelle du tendon sur des contraintes pliométriques. Il y a des adaptations de raideur, il y a des adaptations neurologiques, mais il y a quasiment aucune adaptation structurelle. Donc il va falloir à un moment donné repasser par cette contrainte en position d'allongement, un temps sous tension qui est relativement long, qui est aux alentours des 2 minutes, et à des intensités qui sont relativement élevées. Et c'est là où apparaît ce fameux protocole HSR, Heavy Slow Resistance, donc résistance pour l'utilisation de charge, heavy pour lourde et slow pour lent, où en fait on va chercher progressivement de semaine en semaine à augmenter la charge sur un tempo qui est lent. Donc généralement ils disent 3 secondes ou 5 secondes d'excentrique, 3 secondes de concentrique, pour que du coup justement on vienne mettre cette contrainte d'allongement avec de la charge pour déformer le tendon et entraîner une adaptation structurale cette fois. À l'opposé, en complément de l'adaptation nerveuse, neurologique, qui va plutôt être apportée par les contraintes rapides. Ok, donc si j'ai bien compris, on veut commencer par, on va dire, se positionner pour avoir un étirement qui va être maximal, ou en tout cas en fin Mm. d'amplitude dans le Mm. mouvement, pour avoir un tendon qui va être, disons, sollicité par cette amplitude de mouvement ou cette position dans l'amplitude de mouvement. Ensuite, on va vouloir le charger avec des temps sous tension, si on peut utiliser ce terme-là, assez longs, Mm. avec justement ce contrôle au niveau du tempo concentrique, excentrique. Et dans une troisième étape seulement, on va vouloir venir mettre de la vitesse pour solliciter, on va dire, est-ce que c'est juste de dire peut-être la potentialisation des adaptations structurelles qu'on a eues dans la fonction, ce serait juste? En vrai, ça peut se voir comme ça, mais dans le langage anglo-saxon, et quand il s'intéresse à tout ce qui est travail sur le tendon, le tissu conjonctif, etc., il parle de reactive strength, de force Mm. réactive. Et en fait, ça montre qu'il y a deux composantes. Il y a une composante réactive, donc c'est une réponse à une contrainte ou à un stimulus, et donc c'est cette capacité à absorber le stimulus. Cette fameuse capacité quand on tire sur l'élastique, il faut d'abord qu'il soit capable d'absorber l'étirement. Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va pouvoir développer par l'amélioration de la structure du tendon, en essayant de l'hypertrophier, d'augmenter sa composition en collagène de type 1, l'organisation de ses fibres, bien dans l'axe de la propagation des forces, et en essayant du coup d'avoir un tendon qui est le plus sain possible au niveau de sa structure. Et ça va passer par effectivement ce travail, on va dire, lourd et lent, ou de Mm. l'isométrie à intensité élevée en position d'étirement. Puisque ça, du coup, on va avoir des temps sous tension longs, parce qu'on sait que cette fameuse mécanotransduction, donc le signal, le passage du signal mécanique jusqu'au centre de la cellule, ça prend entre 3 et 5 secondes minimum. Et c'est là où en fait la pliométrie ne fonctionne pas, parce que la pliométrie, l'impact au sol, il est environ aux alentours des 300 millisecondes. Donc on dit on a les cycles étirement-raccourcissement, qui est le temps de contact au sol. On dit qu'il est court quand il est inférieur à 250-300 millisecondes, ou long quand il est supérieur à 250-300 millisecondes. Mais bon, entre 300 millisecondes et 3 à 5 secondes, il y a un monde. Donc en fait, le Ouais. signal, il n'atteint pas le cœur de la cellule. Donc du coup, il n'y Mm. a pas d'adaptation structurelle à ce moment-là. Donc en fait, on vient créer une asymétrie entre la partie réactive, on va dire, de force réactive, et la partie force de force réactive. On va avoir finalement un système nerveux qui est capable de générer beaucoup de force, mais un tendon qui, au niveau de sa biologie, au niveau de sa structure, n'est pas capable de l'encaisser. Et c'est là où, en fait, où l'asymétrie pose problème,
et peut potentiellement entraîner la lésion. Ok, est-ce que c'est juste d'y penser dans la manière suivante? On veut d'abord développer, en tout cas, on va avoir une bonne base de développement de la structure du tendon via les deux premières étapes que tu as citées, Ouais. avant de vraiment les mettre, disons, à rude épreuve avec de la vitesse qui va, comme tu l'as dit, engendrer d'autres adaptations, mais pas forcément au niveau de la structure. Ouais, moi j'ai pour habitude de dire qu'il faut rendre un tendon beau avant de le rendre fort. Hmm. C'est c'est pas tout à fait juste, mais c'est souvent vrai. Donc on le prendra C'est, comme on veut. c'est faux, mais c'est utile. Voilà, c'est ça. Mais en gros, l'idée c'est vraiment de se dire, on sait produire de la force. Généralement, un athlète, il sait le faire. Il a entraîné à ça, que ce soit par la pratique de sa discipline, que ce soit par l'entraînement qu'il fait généralement en préparation physique. On cherche à être fort. C'est quelque chose qu'on entraîne très fréquemment. Et la pliométrie va utiliser cette force-là, cette capacité à compresser le système nerveux et générer de la force rapidement, et va y ajouter de la vitesse. Et tout ça va retomber sur un pauvre tendon qui, lui, n'a jamais été vraiment entraîné. Donc, je dis pas qu'il faut mettre la pliométrie de côté, je dis juste que c'est quelque chose qu'on va développer relativement rapidement en termes d'adaptation nerveuse. Par contre, l'adaptation structurelle, la biologie, et ça malheureusement, la biologie, hormis substances chimiques, on n'arrive pas à l'accélérer. Et donc, ça prend forcément du temps. Et donc, en fait, on se retrouve toujours avec ce déficit du je suis fort, je développe la pliométrie et ma capacité à recruter rapidement les fibres, les unités motrices et contracter rapidement mon tendon. Et ça, je le fais vite. Et ma biologie qui est à la traîne, là, parce que de temps en temps, je lui donne un petit signal, mais c'est à la traîne. Et donc, à un moment donné, l'asymétrie crée la lésion, quoi. Tu as parlé tout à l'heure du fait que de la couleur du muscle et de la couleur du tendon. Hein, tu as dit que Ouais. le tendon était moins bien vascularisé que le muscle. Mm. Est-ce que ça a une incidence sur le temps d'adaptation qu'on voit chez les tendons par Ah rapport ouais. aux muscles? Ah ouais. En fait, la dernière fois, j'avais cette discussion avec un ami qui me disait, en fait, la nature est mal faite parce qu'effectivement, un tendon, c'est très peu vascularisé et ça a très peu de cellules. Et on sait qu'en gros, le collagène et tout ce qui compose le tendon est produit par les cellules. Donc forcément, comme il y a peu de cellules, le renouvellement est lent. Hmm. Donc les adaptations, qu'elles soient positives ou lors d'une cicatrisation, sont lentes. Et comme il y a peu de vaisseaux sanguins, la cicatrisation est lente et pareil, l'adaptation est lente. Donc, si on se place de ce point de vue-là, on va se dire que la nature est mal faite. Mais la nature, en fait, est bien faite parce que si je rappelle la fonction du tendon qui est d'emmagasiner et restituer, pour emmagasiner énormément de force, le tendon, il a besoin d'être extrêmement compact. Et en fait, s'il y avait des vaisseaux sanguins qui pénétraient dans le tendon, ça le transformerait en espèce de gruyère. Et donc, ça désorganiserait les fibres. Et du coup, ce serait moins efficace dans sa fonction primaire qui est d'emmagasiner et de restituer. D'ailleurs, quand il y a une pathologie, type tendinopathie, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une lésion dans une partie du tendon, sur certaines fibres du tendon, et on a une prolifération, une infiltration des vaisseaux sanguins à l'intérieur du tendon, jusqu'au site de lésion, pour justement apporter les nutriments, retirer les molécules inflammatoires et permettre du coup une cicatrisation. Et c'est typiquement un tendon pathologique. Et d'ailleurs, ça devient très pathologique lorsque cette néovascularisation qu'on appelle, donc c'est-à-dire la création des vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux sanguins existants, dure dans le temps. Parce que le Hmm. tendon est incapable de retrouver sa structure. Et s'il est incapable de retrouver sa structure, il est incapable de retrouver sa capacité à emmagasiner et restituer. Donc il devient sous-performant. Et donc du coup, on s'en sort pas, quoi. Donc ouais. Si on contextualise un petit peu la conversation et qu'on parle des différents tendons qui vont être les plus touchés par des pathologies dans le sport, en tout cas que toi tu vois ou que tu investigues, comment tu décrirais on va dire les zones à problème ou les zones à risque au niveau tendineuse dans le corps? Essentiellement, les principales pathologies, c'est tendon d'Achille. Ensuite, il me semble que c'est tendon rotulien qui est en deuxième. Mais on classe pas les pathologies d'épaule. Parce qu'en fait, la tendinopathie du long biceps, typiquement, qui est assez fréquente, elle est rarement isolée. Souvent, dans l'épaule, quand il y a tendinopathie du long biceps, il y a souvent une autre problématique derrière. Donc, on peut pas vraiment dire qu'il y a tendinopathie du long biceps et uniquement tendinopathie du long biceps. Donc, soit on peut dire qu'il y a énormément de pathologies d'épaule qui sont des tendinopathies, ou alors on peut dire qu'il y a énormément de tendinopathies de l'épaule qui ne sont pas que des tendinopathies. Encore, c'est une question de sémantique. Hmm. Comment on se place. Par contre, tendinopathie d'Achille, c'est tendinopathie d'Achille. Ça, c'est assez fréquent. Rotulienne, moyen fessier au niveau de la hanche. Et après, on va arriver au niveau du coude. Mais au niveau du coude, ça touche des sports qui sont moins pratiqués. Souvent, c'est les sports de raquettes, force athlétique. Hmm.
Et du coup, bah, il y en a un peu moins, mais c'est relativement fréquent. Souvent, moi, ce que je peux voir dans ma patientèle, c'est Achille, rotulienne et coude. C'est les trois Et, principales. et forcément, j'imagine qu'il y a des types d'activités sportives qui vont solliciter et engendrer plus de problématiques sur différents tendons. Ouais, le trailer, il a rarement une tendinopathie du coude. Ça lui arrive assez, ça lui arrive assez rarement. Mais par contre, le trailer, oui, tout ce qui est course à pied, tout ce qui est course à pied, on va pas se mentir, course à pied et saut, donc basket, volley, euh, tendinopathie d'Achille. Tout ce qui est saut, donc basket, volley et course en descente, de tendinopathie rotulienne. Coude, on va être sur tout ce qui est sport de raquette et escalade et force athlétique parce qu'il génère énormément de force dans l'avant-bras lors du grip sur le deadlift ou sur le bench. Et du coup, ça peut générer des tensions sur l'avant-bras. Et après, bah, chez les pratiquants de musculation qui se mettent aux tractions. Parce qu'en fait, généralement, les tractions en pronation, ça demande un certain niveau de rotation externe au niveau de l'épaule qui est pas forcément développé chez tous les pratiquants. Et du coup, ça va mettre énormément de contraintes sur la face antérieure, la face médiale au niveau du coude. Et ça peut Mm. déclencher une tendinopathie aussi. Donc, encore une fois, la tendinopathie, même si aujourd'hui on commence un petit peu à questionner ce terme-là, c'est essentiellement défini comme une pathologie de surcharge. Ça veut dire qu'en gros, le tendon n'avait plus les capacités de tolérer les contraintes qu'on mettait dessus. Donc c'est forcément une activité qui est apparue soit par une augmentation brutale de l'intensité, soit par une augmentation brutale du volume, soit c'est juste une nouvelle activité et qui est venue surcharger le tendon et du coup développement de la pathologie. Qu'est-ce qui fait que une activité ou une surcharge, comme tu l'as décrite ici, on pourra revenir sur les détails et ce qui se dit actuellement dans les différentes, dans le milieu, on va dire, de spécialistes sur le tendon. Mais en gros, si on reprend cette idée que il y a une sorte de surcharge qui va faire ou qui va engendrer une pathologie, une tendinopathie, pourquoi est-ce que ce serait le tendon qui prendrait plutôt que le muscle? Pourquoi on aurait une lésion tendineuse plutôt que musculaire? Ou est-ce que ça dépend du type d'activité qu'on va faire ou du type de surcharge qu'on va imposer? Je voulais prendre quelques instants pour remercier le sponsor de ce podcast, All You Need Nutrition. Si tu ne les connais pas encore, All You Need, c'est la marque de compléments de haute qualité made in France qui nous accompagne depuis près d'une année et demie maintenant et qui propose une gamme de produits qui te permettent de soutenir tout ce que tu fais à l'entraînement et en dehors. Personnellement, j'utilise tous les soirs leur Night dans une tasse d'eau chaude. Ça fait comme un petit thé avant d'aller se coucher et moi, ça m'aide à bien dormir. Et j'utilise aussi leur whey, leur créatine et leur collagène dans mes shakers d'entraînement. Je t'invite à tester leur gamme de produits en utilisant le code UPSIDE, UPSIDE, et tu bénéficieras également de 10% de rabais sur ta commande avec ce code. Merci encore à All You Need Nutrition. Alors ça va. Bah, la première réponse, c'est parce que le muscle, on l'entraîne. Mm. Donc il a beaucoup plus de capacité que le tendon. La deuxième chose, c'est que le muscle a une beaucoup plus grosse capacité de récupération que le tendon, puisque du coup, on l'a vu, il est beaucoup plus richement vascularisé et il a beaucoup plus de cellules. Donc ça veut dire qu'en gros, imaginons le lundi, je me mets une cartouche, le muscle et le tendon ont ramassé, mais si je décide de m'en remettre une le mardi, j'ai un muscle qui a récupéré et un tendon qui est complètement encore la tête dans l'oreiller, quoi. Et pour peu que le mercredi, j'ai décidé de continuer un petit peu, bah là, c'est bon, j'ai fait carton plein, quoi. Donc en fait, le problème, c'est que, un, dans la majorité des sports, il y a des générations soit il y a des contraintes de vitesse, et donc dans ce cas-là, comme on l'a vu, ça passait, enfin, la majorité des contraintes passent par le tissu conjonctif, donc notamment le tendon, et potentiellement surcharge le tendon. Soit il y a des sports où on va générer de hauts niveaux d'intensité en termes de force. Et là encore, on en revient à notre asymétrie, où notre système nerveux, notre système musculaire est capable de les générer, mais on n'a pas entraîné notre système conjonctif à les encaisser. Et du coup, bah, Mhm. l'asymétrie fait que c'est lui qui pète. Et en fait, on se rend compte que des lésions purement musculaires, c'est extrêmement rare. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a requalifié, enfin, quand je dis on, moi, j'y suis pour rien, mais la science a requalifié ce qu'on pouvait appeler avant déchirure ou lésions musculaires par lésions myo-aponeurotiques, LMA. Donc, ils ont rajouté cette notion d'aponévrotique pour parler du tissu conjonctif, puisque dans le muscle, on a aussi le tissu conjonctif, le périmésium, l'endomysium, et qui va du coup être lésé également dans la lésion musculaire. Donc, il n'y a plus vraiment de lésion purement musculaire. Enfin, ça peut arriver, je vais pas dire que ça n'arrive jamais, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement Ah, rare. ok, donc c'est pas isolé, disons, aux fibres musculaires, c'est même
les enveloppes, si on veut bien, qui sont Ouais. formées par du tissu conjonctif, qui vont être lésées dans ce qu'on appelait peut-être avant des lésions musculaires ou des blessures ou des déchirures, etc. Et donc, il y a cette composante de, disons, retour à la normale, de réathlétisation qui va aussi prendre du temps du fait de ces structures qui sont affectées et qui ne sont pas forcément vascularisées pareil que les fibres en elles-mêmes, le muscle en lui-même. Bah, en fait, le truc, c'est que la force réactive, on se rend compte que c'est une propriété fractale qui, en fait, s'applique à tous les étages du système. La, si je prends au niveau de la fibre musculaire, le sarcomère, donc la plus petite unité contractile dans un muscle, il est enveloppé de titine, donc de tissu conjonctif. Si je prends l'étage au-dessus et que je prends la fibre musculaire, donc la cellule musculaire, elle est enveloppée d'endomysium, donc du tissu conjonctif. Si je prends l'étage au-dessus, qui est le faisceau musculaire, l'ensemble de plusieurs fibres, c'est enveloppé encore d'épimysium. Et si je prends tout le package musculaire, c'est encore enveloppé de tissu conjonctif, donc de périmysium. Et l'ensemble de ces tissus conjonctifs vont finir par se rejoindre à l'extrémité du muscle et former ce que nous on a appelé tendon, mais qui en fait est juste Hmm. un continuum et qui va ensuite atteindre l'os. Donc, cette capacité à absorber et transmettre les forces, elle existe à tous les étages. La titine va absorber et transmettre les forces générées par le sarcomère. L'endomysium va absorber et générer les forces produites par la fibre musculaire, etc., etc., jusqu'au tendon. Donc, cette notion de force réactive et cette symétrie qui est nécessaire et qu'on doit chercher à avoir, en tout cas, on va s'en rapprocher entre je suis capable de générer de la force, donc composant de force, et je suis capable de l'absorber, elle existe à tous les étages et donc du coup elle peut péter à tous les étages. Et c'est ce qui se passe dans les lésions myoaponevrotiques, c'est quand ça pète à l'intérieur du muscle, on va dire, donc sur les étages conjonctifs à l'intérieur du muscle, ou alors on parle de lésions tendineuses quand ça pète à l'extrémité, donc au niveau du tendon. Ouais, c'est super bien décrit ce que tu viens de faire là et l'image elle est assez flagrante comme tu as dit, l'aspect fractal de ce qui se passe et Mm. comme tout fonctionne ensemble à plein de niveaux différents. Avant d'aller un petit peu plus loin Valentin, est-ce qu'on peut revenir sur toi et ton parcours, comment tu es venu à t'intéresser À ça. de manière aussi poussée au tendon en particulier? Bah écoute, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question et je réfléchis de plus en plus à me trouver une histoire. Parce qu'en fait, le storytelling est pas dingue. Parce que tu sais, je pourrais dire j'ai raté une carrière à cause d'une tendinopathie, personne n'a réussi à me soigner et j'ai cherché, voilà. Mais la vérité, c'est que pas du tout. Moi, j'ai jamais été blessé. C'est vrai que je touche du bois dans ma pratique sportive, j'ai jamais eu de réelle pathologie. Et par contre, après, donc j'ai commencé par faire un master STAPS en préparation physique et réathlétisation. Et à la fin de mon master, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Benoît Morin, qui est aujourd'hui Mm. reconnu comme l'une des personnalités du sprint, notamment. Et à l'époque, on travaillait sur le développement et la validation de l'application MyJump, avec bien sûr d'autres partenaires, enfin d'autres scientifiques. Et donc, on s'intéressait déjà à la détente verticale à ce moment-là. Et quand, bah moi, j'étais que le stagiaire en master, donc je faisais les mesures. Mais quand j'allais voir les athlètes, et ben à chaque fois que je discutais avec eux, ils avaient mal à un tendon. Enfin, tu sais, donc c'était essentiellement chez les volleyeurs, donc ils avaient souvent mal au genou et mal au tendon d'Achille. Et ça durait, parce que moi, je les ai suivis pendant 2 ans, donc je voyais bien le truc. Et à la fin de mon master, quand j'ai commencé à travailler notamment à l'INSEP et auprès des athlètes de haut niveau, bah pareil, j'étais que préparateur physique, mais à chaque fois, je me disais, ok, tendinopathie, tendinopathie, tendinopathie. Et donc du coup, j'ai commencé à me renseigner, à discuter avec les kinés, et il n'y avait pas de réponse, enfin pas spécialement de réponse. Et c'est vrai que moi qui venais du milieu de la science, j'ai fait du coup un deuxième master dans la recherche. Ben, en fait, je trouvais pas grand-chose sur le tendon. Il n'y avait pas de formation francophone sur le tendon. Même anglophone, c'était pas. Il y avait quelques livres, mais c'était pas dingue dingue. Et du coup, en fait, je trouvais pas les réponses et j'étais juste impuissant pour aider les gens qui se blessaient sur le tendon. Donc, je me suis dit, ça, c'est un sujet à creuser. Et en même temps, ben, je venais de finir aussi mes études, parce que du coup, j'ai fait aussi les études de kiné. Donc, j'ai fait master de préparation physique, les études de kiné et après le master dans la recherche. Et je me suis dit, bon, mais non, j'ai ça, je suis kiné, donc j'ai le droit de soigner des gens. Et donc, autant que je me forme sur soigner ces gens qui ne trouvent pas de solution. Et donc, du coup, bah, après, j'ai commencé à m'intéresser au tendon, au tissu conjonctif. Et c'est un monde où, en fait, on se rend compte que c'est tellement peu connu, peu développé, peu entraîné, etc., qu'une fois qu'on tourne la première page du livre, eh ben, on a envie de lire tout le livre. Et à la fin du livre, on se dit, ah ouais, en fait, j'ai lu le tome 1 sur 250, quoi. Donc, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et puis, moi, je reste persuadé que plus on s'intéresse à quelque chose, plus on le pratique, plus on devient bon.
Jusque-là, je pense qu'on est à peu près. Et plus on devient bon, plus on aime pratiquer le truc. C'est un peu c'est assez facile de pratiquer un truc dans lequel tu es bon. Souvent, les gens, par exemple, quand ils aiment pas la course à pied, ben c'est parce que ça leur est difficile et ils souffrent pendant la course à pied. Dès qu'ils deviennent un peu bons à la course à pied, ils prennent beaucoup plus de plaisir à faire de la course à pied. Ben moi, le tendon, c'est un peu ça, quoi. Aujourd'hui, je commence à connaître les choses. J'ai les éléments qui se connectent dans mon cerveau. Quand je lis une étude, je comprends bah, le chercheur défend cette stratégie-là, celui-là cette stratégie-là, ils s'affrontent, machin, etc. Ça me fait un peu Game of Thrones du tendon et du coup j'aime bien ça. Donc c'est comme Ok. ça que je me suis planté. Ouais, c'est super intéressant. Et donc, étant un domaine, disons, assez jeune dans la recherche, le domaine du tendon, euh, quelles sont peut-être les idées reçues que le public a encore aujourd'hui, mais qui ont été peut-être démenties ces dernières années ou ces 10, 15 dernières années vis-à-vis de soit sa robustesse, sa fragilité, son entraînement, son manque d'adaptation. Qu'est-ce qui est le plus flagrant pour toi, disons, entre ce que tu pensais savoir avant des tendons et ce que tu sais maintenant? Je pense la plus grosse chose qui a changé. Après, ça dépend si on parle des sportifs ou des personnes lambda, parce que moi, dans ma patientèle de kiné, j'ai des personnes lambda et des sportifs de haut niveau, donc ils n'ont pas tous la même vision. Mais de manière générale, ils savaient pas forcément conscience qu'un tendon, ça peut s'entraîner. Hmm. Pour eux, un tendon, c'est là, ils savent déjà que ça existe, ils savent à peu près ce que c'est, mais voilà quoi. À la rigueur, le seul moment où ils apprennent ce qu'est un tendon, c'est au moment où ils ont une tendinopathie. On leur dit, ah bah là, vous avez une lésion du tendon. Mais ils n'avaient pas forcément conscience qu'on peut l'entraîner, qu'on peut l'hypertrophier, qu'on peut augmenter ses capacités, qu'on peut le rendre plus fort, qu'on peut, à l'image d'un muscle. Et à l'inverse, ils n'avaient pas non plus conscience que si on ne le sollicite pas, qu'on ne l'entraîne pas, etc., à l'image d'un muscle, il peut s'atrophier, se dégrader et devenir de plus en plus faible et du coup de plus en plus sujet aux pathologies. Ça, je pense que c'est la première chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire que, et moi aussi, hein, dans le sens où je me suis dit, ok, donc si j'applique vraiment les bons signaux, j'envoie le bon signal sur mon corps, que ce fameux signal mécanique pour avoir cette fameuse mécanotransduction sur mon tendon. Ok, j'ai un réel pouvoir de transformation sur mon tendon. Je peux le rendre plus fort, je peux l'hypertrophier, je peux le changer. J'ai un réel pouvoir là-dessus. Je suis pas obligé de juste subir et d'espérer que mon entraînement en muscu fasse le taf sur mon tendon. Donc ça, déjà, ça change la donne parce que du coup, on devient acteur. On n'est plus juste passif. On devient acteur de l'entraînement. On se dit, OK, moi, je remarque que bah, je suis basketteur et j'arrive pas à faire une saison sans une tendinopathie d'Achille. Ou bah, là, cette saison en NBA, ça a été catastrophique. Je crois qu'il y a eu 12 ruptures de tendon d'Achille. Euh, Tu te dis, OK, bah, là, maintenant, je vais être acteur et je vais, enfin, saison passée de NBA, hein, pas celle-là. Je vais agir et je vais faire en sorte de renforcer mon tendon pour pas que ça m'arrive. C'est une stratégie. Là, en ce moment, on est, bah, j'imagine que tu y échappes pas. On est dans une mode de l'Aerox. Très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand on regarde les pathos, bah, le nombre de tendinopathies d'Achille qui se développent au niveau des genoux, c'est colossal. C'est peut-être 1 sur 5. Donc, t'es pratiquant d'Aerox, tu veux éviter de te faire mal, tu veux pouvoir faire toute ta saison. Surtout qu'en plus, maintenant qu'il y a un système de points pour se qualifier, ils font tous entre 10 et 13 courses dans l'année. Donc, c'est colossal. Parce que l'année, ça commence en septembre, ça finit en juin. Donc, c'est quand même énorme. Et bah du coup, tu vas faire en sorte d'agir sur tes tendons, tu vas les préserver, tu vas les entraîner à l'image que tu entraînes ton système cardio-respiratoire pour qu'il tienne ses 8,7 km, je sais pas exactement combien ils en courent, mais pas quelque chose comme ça, bah tu vas entraîner ton tendon. Donc vraiment, le fait de comprendre que le tendon puisse s'entraîner et qu'on puisse agir dessus, je pense que ça change. Et la deuxième chose, moi, bah, c'est cet aspect-là où, en fait, l'entraînement du tendon, ça se limite pas de la pliométrie, à faire des sauts, à sauter au-dessus des haies, etc. Ça, c'est une partie, il faut pas l'enlever, c'est une composante importante, mais qu'elle a ses limites parce que effectivement, eh ben, on n'agit pas sur la structure, quoi. On le rend fort, mais on le rend pas beau. Quelqu'un qui débuterait par exemple la course à pied, qui a Ouais. jamais couru avant, on parle beaucoup maintenant de l'importance du renforcement musculaire pour la course à pied, des bénéfices que ça a, de prévention de blessures, etc. Ouais. Quelle proportion de l'entraînement hors course à pied, à ton avis, doit Ouais. être dédiée à l'entraînement ou au renforcement plutôt musculaire versus plutôt, disons, tendineux, articulaire, encore une fois, pour un débutant, dans un but de cohérence de structure, de fonction, de prévention de blessures? Bah, en fait, moi, je me questionne sur
l'importance du développement musculaire chez le coureur à pied. Alors, quand on parle de coureur à pied, on parle pas du sprinter. On est d'accord. Coureur après, à pied, moyenne longue distance, on va dire. Du Ouais. 5 plus si affinité, quoi. Parce qu'en dessous, il y a une réelle nécessité de créer de la puissance, etc. Donc là-dessus, c'est autre chose. Mais tu vois, toi qui travaille beaucoup aussi dans la course à pied, euh, c'est quoi les bobos que tu rencontres? Enfin, tu vois, en Ouais, vrai. bah typiquement, ça va être le pied qui est pas assez fort. Donc, on a des Ouais. lésions au niveau du pied, on a des lésions au niveau du mollet. Tu t'as cité avant tout ce qui se passe au niveau des tendons aussi, au niveau du genou, au niveau achillien. Il y a tout ce qui se passe au niveau des hanches potentiellement, mais très souvent, enfin, pour moi, ça commence tout avec le pied déjà, dans le sens où si ton pied il est pas assez fort pour absorber le rebond, parce qu'au final, c'est de la pliométrie extensive, la course à pied. Ouais. Et tu Euh, vois, on parle euh, d'absorber, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Si on n'arrive pas à absorber ce qui se passe tout en bas, ben forcément, ça aura des répercussions plus haut, que ce soit dans la cheville, dans le genou, dans les hanches, dans le dos. Et typiquement, ce que je vois surtout, c'est, après, ça se manifeste peut-être différemment chez différents coureurs, différentes personnes, mais il me semble en tout cas une mauvaise gestion de la progression. L'aspect de progressivité, il n'est pas respecté par rapport à ça. Mais continue sur ce que tu disais avant, parce que c'est intéressant. Parce que, en fait, là où je veux en venir, c'est que si on regarde les pathologies. En fait, moi, j'ai une règle assez simple quand je prépare, quand j'entraîne des athlètes, c'est que j'estime que si ils veulent avoir une chance de performer, il faut qu'ils puissent s'entraîner le plus souvent possible. Pour s'entraîner le plus souvent possible, bah, il faut être blessé le moins souvent possible. Jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Et donc, du coup, je regarde les blessures qui apparaissent dans leur sport. Et moi, quand on parle de course à pied, quand je regarde les blessures, elles touchent quasiment tout le système conjonctif. Soit j'ai des entorses, donc ça touche les ligaments, tissu conjonctif, soit ça touche une aponevrosite plantaire, donc tissu conjonctif, ça touche les tendons, tissu conjonctif, périostite, insertion des aponevroses au niveau du périos, c'est deux tissus conjonctifs. Hmm. En fait, on se rend compte que on revient à ce que tu as dit, c'est-à-dire que dans un premier temps, il faut déjà que le système soit capable d'absorber, en fait, dans absorber, restituer. Dans la partie restituer, la force musculaire intervient, mais avant de pouvoir restituer, il faut déjà être capable d'absorber. Encore une fois, l'élastique, avant qu'il puisse revenir, il faut déjà pas qu'il soit cassé quand j'ai tiré, quoi. Et Hmm. donc, moi, je suis plutôt dans le style à remettre en question l'importance du développement musculaire chez le coureur. Mais par contre, ça peut être jumelé avec le renforcement du tissu conjonctif. Parce que typiquement, quand tu fais un protocole HSR, bon, je dis HSR parce que c'est ce qui est utilisé dans la science, mais en vrai, c'est juste l'utilisation d'une charge qui augmente de semaine en semaine sur un tempo lent. On a juste appelé ça HSR, quoi. Ben, le muscle, il est sollicité là. Donc, encore une fois, tu peux pas produire de la force et développer ton tendon sans avoir un muscle qui génère de la force. Parce qu'un HSR, typiquement, à dernière semaine, on est sur un 3x6 RM. Donc on est quand même sur des charges relativement lourdes et donc forcément le muscle est sollicité. Donc en fait moi au lieu de me dire je développe le muscle et du coup en conséquence possiblement mon tendon va s'adapter et supporter la course à pied, bah étant donné que c'est mon tissu conjonctif qui lâche en premier, bah en fait j'inverserai, c'est-à-dire qu'en gros je développe mon tissu conjonctif en priorité et en parallèle mon muscle va se développer. De toute façon par la pratique de l'activité mon muscle va se développer. Donc moi, j'inverserai le protocole et en vrai, quand on regarde comment travailler dessus confixe, ça prend pas longtemps. En vrai, en 15 minutes. De toute façon, ils m'accordent pas plus de temps que ça, mais les athlètes que je vais pouvoir accompagner dans la course à pied, ils ont des protocoles de 15-20 minutes. Tu vois, il y a pas besoin de, encore une fois, un tendon, en vrai, c'est à une période réfractaire au bout de 20 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, le signal, après, il passe plus dans la cellule. Donc, il y a plus Ok. d'adaptation réelle qui se met en place. Donc, ça sert à rien de le charger pendant 1 heure et demie. Le tendon. Après, tu peux faire 1 heure et demie de séance, c'est pas ça la question. Mais typiquement, si tu veux agir sur le tendon, en 15-20 minutes, c'est bouclé le truc. Tu vas aller faire tes isométries. Alors, ça dépend si on est sur un tendon sain ou un tendon déjà pathologique, mais si on est chez le débutant, on va supposer qu'il est à peu près sain. Mais en gros, si tu commences par faire tes isométries dans des positions d'allongement, puisque c'est ce qu'on a vu au départ, il faut d'abord le mettre en position d'allongement, et tu fais ton isométrie de type PIMA ou IMA, alors du coup, comme PIMA, en gros, c'est ce que les gens associent à overcoming, mais c'est juste que dans l'imaginaire des gens, overcoming, c'est forcément à 100% d'intensité. Mais en fait, PIMA ou IMA, ça veut juste dire c'est toi qui produis la force contre une charge immobile. Après, l'intensité, c'est toi qui décides de laquelle tu mets. Mais par exemple, tu démarres voilà, sur cette isométrie de type PIMA ou IMA, donc overcoming ou yielding, à l'intensité qui est plutôt modérée, donc à 60-70% sur une durée qui va essayer pour jouer sur la structure. Derrière, tu enchaînes sur
un ou deux exercices type HSR sur deux séries. Donc, si tu débutes et sur un 2 fois 15 RM, on va dire, avec 3 secondes, 3 secondes. Si tu progresses, bah, tu vas tout doucement te rapprocher sur le 2 fois 6 RM. Et derrière, tu termines avec bah, un peu de plio. Tu vois, comme ça, tu as fait tout le versant, tu as fait un peu de la structure et derrière, tu vas courir. En vrai, ça te prend quoi? L'isométrie de départ, elle va te prendre peut-être 5 minutes. Allez, si t'es lent, tu vas peut-être mettre 5 minutes. Tes 2-3 séries de renforcement, ça va te prendre, je sais pas, moi, peut-être 10 minutes. Et à la fin, tu fais un peu de plio, tu fais un peu de bondissement. De toute façon, si tu vas courir, t'as pas besoin de te tuer sur la plio. Et c'est bouclé, quoi. Ok, ouais, c'est super intéressant. Donc peut-être pour ceux qui sont pas familiers avec les termes overcoming et yielding, donc en gros est-ce que ce serait juste de faire le parallèle avec dans la phase excentrique ou dans la phase concentrique, selon l'intention, on va dire, de où se fait l'effort. Si tu es coach, prépa physique ou kiné et que tu veux enfin comprendre des termes comme VMA, zone 2 et seuil physiologique dans le cadre de l'endurance, je t'ai préparé un webinaire spécial pour les pros qui dure plus de 45 minutes et qui te permettra d'éclaircir tous ces coins d'ombre ou en tout cas tous ces mythes qu'on entend encore aujourd'hui. Si tu veux accéder à ce webinaire gratuit, il te suffit de cliquer le lien dans la description pour y accéder. Et maintenant, sans plus attendre, retour à la conversation avec Valentin. Euh, En fait, isométrie overcoming, on l'associe dans la. En fait, overcoming sur PubMed, ça n'existe pas. Overcoming, c'est vraiment un terme qu'on a inventé pour l'entraînement et qui, je sais pas qui a écrit pour la première fois overcoming, mais il a marketé ça et c'est génial. Mais overcoming, donc c'est associé dans la science par PIMA, donc PIMA pour pushing or pulling, donc pousser ou tirer. Isometric muscle action, donc c'est une action isométrique dans laquelle on pousse ou on tire, une charge immobile. Donc c'est nous qui produisons la force et donc effectivement au niveau du système nerveux, ça s'apparente à une contraction concentrique, où c'est nous qui produisons. Maintenant, l'angle dans lequel on va décider de le faire, en fait, c'est nous qui choisissons par rapport aux adaptations que l'on souhaite avoir. On va pouvoir le faire sur un angle fermé, donc plutôt en course interne. Si je prends un exemple pour que tout le monde repère, au niveau de la cheville, sur le mollet, l'angle du coup fermé, c'est quand je suis sur ma pointe des pieds. Donc là, mon tendon est dans une position raccourcie. Je peux très bien générer une isométrie de type PIMA dans cette position-là parce que j'ai décidé de développer de la force sur mon système nerveux dans cette position-là. Et donc, je vais être sur des intensités très élevées. Maintenant, si j'ai décidé d'agir plutôt sur la biologie, bah, je vais le mettre plutôt en angle ouvert. Donc, cette fois, les orteils vers le tibia en flexion dorsale. Et là, je vais plutôt être sur une intensité un peu plus faible, donc à 60-70%, et sur une durée plus longue. Et je peux faire la même chose parce que, en vrai, les adaptations structurales, elles marchent mieux avec le yielding ou IMA. Donc, IMA pour holding, retenir, le fait de tenir. Parce que du coup, ça se rapproche de cette contraction excentrique pour le système nerveux. Et du coup, ça génère de meilleures adaptations au niveau structurel. Donc, en gros, je peux très bien me mettre typiquement le pied sur le step, une charge sur les épaules ou dans les mains, le talon dans le vide, l'avant du pied sur le step, le talon dans le vide. Et là, je vais essayer de maintenir cette position-là. Donc, mon tendon est en position d'allongement et je vais essayer d'allonger la durée de maintien de cette position-là pour justement agir sur la structure. J'ai répondu à la question? Parce que je suis Tu as parti, répondu mais à la question. Ouais, Ok. c'est clair. Alors, en termes de temps d'effort sur ces isométries au départ, pour quelqu'un qui en fait pas, qui en a jamais fait, qui, encore une fois, qui débute, Hmm. c'est alors forcément, ça dépend toujours du contexte et de la personne, mais qu'est-ce qui est typiquement recommandé pour les débutants comme étant quelque Ouais. chose de incohérent pour quand même engendrer des bénéfices et pas trop important pour avoir des risques derrière justement de surfaire? Bah, en fait, il faut revenir à la définition du tendon que j'ai donnée tout à l'heure. C'est que pour qu'un tendon s'adapte, il faut le déformer. Pour le déformer, il faut exercer une force suffisamment importante pendant une durée suffisamment longue. Une force Hmm. suffisamment importante, c'est au minimum 60-70% de l'intensité maximale. La durée suffisamment longue, c'est au moins 30 secondes. Et plus si affinité, si on est capable de la tenir plus longtemps. Donc en gros, le principe qu'il va falloir chercher à appliquer, c'est mettre le tendon en position d'allongement, générer un niveau de force qui avoisine au minimum les 60-70%, et tenir cette contrainte-là pendant une durée plus en plus longue, on va dire. Et ça, c'est pour les adaptations structurales. Maintenant, si je décide d'agir sur le système plutôt nerveux du tendon, la partie force de force réactive, bah là, du coup, je vais augmenter le curseur de l'intensité bah, du coup, entre 70 et 100%. Donc là, je vais passer sur des facteurs nerveux. Donc si je suis entre 70 et 100%, évidemment que je vais pas le tenir indéfiniment. Donc on va avoir une réduction du volume.
Et par contre, bah, je vais avoir des adaptations autres que structurales. Alors bien sûr, il faut pas voir noir ou blanc. C'est pas parce que je fais que du structural ou que du nerveux, mais majoritairement, je serai plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc chez un débutant, moi, dans un premier temps, je chercherai encore une fois, comme je l'ai dit, avant de le rendre fort, je chercherai à rendre le tendon beau. Donc j'irai sur euh, des stimulations où le tendon est en position d'étirement ou au cours de son allongement, donc soit de l'isométrie en position d'allongement, soit de l'excentrique, avec des charges qui sont de plus en plus élevées pour le protocole HSR, ou si c'est une isométrie, bah, du coup, rester autour des 30 secondes, une minute, et là aussi, essayer d'augmenter progressivement la charge pour le déformer. Si on parle du protocole HSR, est-ce qu'il y a un intérêt à combiner plusieurs articulations sollicitées en même temps, par exemple en jouant avec sur la pointe des pieds tout en faisant des fentes, par exemple, ou un split squat. Donc on peut Ouais. penser à un split squat avec le talon flottant et jouer en gros sur les deux en même temps. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est mieux d'isoler et de faire un à la fois? Est-ce que c'est une progression? Comment tu vois la chose? Moi, j'aime bien. En gros, quand je travaille sur un tendon, je mets toujours deux exercices de renfort. Je mets un exercice analytique et un exercice plutôt polyarticulaire. Déjà parce que souvent, le muscle qui s'insère sur le tendon, il a soit deux chefs, soit il a deux fonctions. Donc il est souvent, par exemple, typiquement, si je prends le tendon rotulien, je vais mettre un exercice sur l'extension de genou et un sur la flexion de hanche pour le droit fémoral. Si je suis sur le tendon d'Achille, il va y avoir un exercice genou tendu, un exercice genou fléchi. Hmm. Et l'exercice que je fais genou fléchi, je l'intègre souvent, très très souvent, dans la position de fente, parce qu'en fait, euh, la science a montré que ce soit sur le tendon rotulien ou le tendon d'Achille, il y a généralement une grosse cohérence entre une faiblesse du quadril et une faiblesse du mollet qui va générer une des deux tendinopathies. Donc c'est très corrélé en fait les deux. Donc moi en gros sur la fente avec le genou fléchi, parce que genou tendu, une fente genou tendu c'est plus technique, mais sur la portion genou tendu, genou fléchi, je l'intègre souvent sur une fente ou un split squat pour mettre justement en charge aussi ce quadriceps. Et vice versa, quand je fais par exemple une isométrie sur le tendon rotulien, bah, j'aime bien utiliser la chaise dans lequel je vais lui demander de lever les talons pour justement aussi avoir cette synergie entre le mollet et le quadriceps. Je travaille très souvent, enfin je me démerde pour que dans la séance, à un moment donné, même si je suis sur une tendinopathie d'Achille, il y ait du quadriceps à un moment donné qui intervienne. Et si je suis une tendinopathie rotulienne, au bout d'un moment, il y a du triceps sural, du mollet qui intervient dedans. Ok. Donc là, on a parlé d'une progression avec les isométries, le protocole, disons, de renforcement dynamique et ensuite soit la course à pied, soit un petit peu de pliométrie pour l'aspect vitesse, force du tendon, une fois qu'on l'a rendu beau comme tu l'as décrit avant. Maintenant, si on parle d'une pathologie, donc il y a d'abord peut-être est-ce que tu peux nous définir ce que veut dire avoir une pathologie du tendon? Est-ce que c'est la présence de douleur? Est-ce qu'il y a comment dire ça, une quantification à faire au niveau d'un professionnel de santé qui va pouvoir dire là il y a pathologie ou pas? Comment c'est défini concrètement une tendinopathie? Ah, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est une question qu'on pourrait imaginer de base, mais que je me suis jamais vraiment posée. Comment on définit une pathologie d'un tendon, un tendon pathologique? Parce qu'en fait, le tendon, quand on l'étudie, il faut prendre un triptyque qui est la douleur, la fonction, donc ce qu'il est capable de faire, et la structure, donc ce à quoi il ressemble. Il y a ces trois points-là. Donc, un tendon non douloureux peut être pathologique parce que fonction ou structure ne va pas. Donc on peut pas uniquement dire qu'un tendon pathologique, c'est un tendon douloureux. Ce serait faux. Ceci étant dit, un tendon douloureux est pathologique. Ça, Mm. c'est sûr. Donc je dirais qu'un tendon pathologique, c'est un tendon qui est soit douloureux, soit incapable de remplir sa fonction, soit qui a une structure abîmée, du coup, Mm. par extension. Donc la question est lequel, alors des fois c'est les trois, des fois c'est que deux, des fois c'est qu'un, mais lequel de ces trois points est touché dans ce tendon-là? Et une fois qu'on l'a fait, il va falloir du coup réussir à solutionner cette problématique-là. Donc soit il est douloureux, il faut que je le rende non douloureux parce que sa structure, sa fonction vont bien, parce que le gars n'a pas attendu de plus pouvoir marcher pour aller chez le kiné. Soit il va falloir que j'améliore sa fonction parce que mon athlète sent qu'il est de moins en moins capable d'absorber et de restituer quand il pratique son activité. Donc ça s'écrase au sol, etc. Il y a moins de rebonds, il y a moins de renvois. La structure, je peux pas le savoir à moins de faire une échographie et Mm. encore, donc ça c'est beaucoup plus complexe. Mais ouais, du coup, il faut prendre en compte cette triptyque. Et si mon tendon est pathologique,
ça veut dire qu'un de ces trois éléments dysfonctionne. Et derrière, du coup, il va falloir le régler. Parce que généralement, quand il y en a un des trois qui dysfonctionne, il va finir par abîmer les trois autres. Soit Hmm. à la base, j'ai un problème de structure, je ne le savais pas. Mais comme j'ai un problème de structure, on l'a vu tout à l'heure, quand ma structure est désorganisée, j'ai moins de collagène, c'est moins compact, les fibres sont moins organisées, j'absorbe, je restitue moins, donc ma fonction se dégrade. Et comme ma fonction se dégrade, eh ben, j'ai moins en moins de capacité. Donc à un moment donné, je vais plus pouvoir supporter les contraintes, ça deviendra douloureux. Soit parfois, c'est directement douloureux avant. Donc c'est le stade que définissait Jill Cook dans son continuum, la tendinopathie réactive. C'est-à-dire que il y a eu lésion et donc du coup inflammation nécessaire et qu'il faut garder pour la cicatrisation. Donc je ressens la douleur, mais je suis pas encore arrivé au stade où j'ai des modifications de la structure et des pertes de fonction. Donc là, il faut juste que je gère la douleur. Si on s'y prend assez tôt, ça va relativement vite. Par contre, dès que je suis arrivé dans le stade où bah, j'ai tellement laissé traîner que j'ai dégradé la structure, la biologie, on l'a vu, c'est long et un tendon, bah, c'est 3-4 mois. Quoi. Donc là, tu Hmm. signes pour 3-4 mois. Quoi. Ok. Donc, en gros, est-ce que ce serait cohérent de dire que si on a des signes de douleur, c'est qu'il y a quelque chose et il faut agir dessus assez rapidement. Il ne faut pas attendre pour espérer que ça passe ou il ne faut pas rempiler. Moi, j'ai un exemple concret qui m'est arrivé il y a quelques temps. Là, j'ai repris la course à pied depuis 6 mois maintenant. J'ai beaucoup couru quand j'étais plus jeune. Je faisais du rugby, je courais tous les jours pour le plaisir. J'ai jamais eu aucun souci à ce niveau-là. Et j'ai arrêté de courir pendant 10 ans. J'ai eu des problèmes au dos, j'ai eu d'autres blessures. Et donc là, j'ai vraiment repris de zéro, avec beaucoup, beaucoup de progressivité. J'ai eu aucun souci avec la course à pied. Mais par contre, il y a un mois en arrière, je suis sorti avec mon fils faire du vélo. Lui, il fait du vélo à l'école plusieurs fois par semaine. On a fait 50 bornes. Je fais très peu de vélo à l'heure actuelle. On a fait 2-3 côtes, j'ai bien poussé, j'étais bien fatigué après 2 heures. Et le lendemain, rien. Mais le surlendemain, je suis sorti courir et j'ai fait un tout petit peu de descente, et un tout petit peu plus que ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là. Et là, j'ai senti le genou. Et là, je l'ai senti et je me suis dit, ah putain, t'es con, qu'est-ce que t'as foutu? Mais en y repensant, je me suis dit, ben, ça doit forcément avoir un lien avec les 2 heures de vélo que je me suis mis dans les pattes et la fatigue que ça a engendré. Forcément, ça s'est manifesté à la suite de la course, mais je pense pas que la course ait été le problème. Donc là, j'ai eu une douleur, c'était au niveau rotulien à droite. Dans cette situation, quelle est la bonne marche à suivre pour essayer de revenir à un état de non-douleur et ensuite d'aller au-delà au niveau de la force du tendon, enfin la structure et de la force du tendon pour qu'il n'y ait pas ce souci à l'avenir. Tu vois, c'est là où on en revient, tu vois, quand tu fais de la course à pied, ton quadriceps est très peu finalement sollicité. On sait que Ouais. le principal muscle de la course à pied, c'est le triceps et le mollet, le triceps sural. Et quand tu passes sur le vélo, bah en fait, les deux deviennent synergiques puisque tu as besoin du quadriceps pour faire l'extension de genou et puis derrière, normalement, tu as quand même du mollet qui travaille sur la pédale. Donc tu as cette synergie du genou et qui, si en plus il y a des montées, bah forcément est encore plus importante. Et donc du coup, ça va finir par bah, potentiellement, surtout que si t'étais pas forcément habitué ou que tu en as fait plus, surcharger un peu le tendon rotulien. Et le lendemain, bah, du coup, tu es revenu sur une descente où le tendon rotulien prend sa caisse et là, bon, bah, ça a surchargé, ok, douleur. Mais donc en fait, la seule chose qui s'est passée à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un dépassement de capacité du tendon rotulien par les deux activités qui se sont jumelées. Ok, très bien. On a eu du coup une lésion de certaines fibres de collagène dans le tendon. Parfait, pas de souci. Et donc on est dans ce premier stade de tendinopathie réactive où bah du coup la lésion entraîne le saignement. Les molécules du coup qui sont relarguées dans le saignement vont alerter le système nerveux qui a eu lésion. Lui, ok, on s'active. Je sécrète les molécules inflammatoires. L'inflammation démarre. Généralement, elle démarre soit entre 36 heures et elle va durer entre 7 à 10 jours. Donc possiblement, il peut y avoir des petites douleurs dans cette phase-là. Mais c'est un processus physiologique, normal. Et donc, ça se met en place et on sait qu'à peu près au bout d'une semaine, donc 7 jours, il y a la phase de prolifération qui se met en place qui est, ok, bah, il y a eu lésion, maintenant, bah, c'est bien gentil, il y a un trou, il faut boucher le trou. On a nettoyé, il y a l'inflammation, maintenant on bouche le trou. Et donc, du coup, le système, et notamment les cellules tendineuses, se mettent à sécréter de plus en plus de collagène, mais du collagène notamment de type 3. Donc, du coup, plus fin, plus élastique et moins résistant à la contrainte de traction que le collagène de type 1 qui est initialement présent. Et donc ça se met en place pendant 1 à 4 mois environ. 1 à 4 semaines.
donc jusqu'à à peu près un mois. Et ensuite démarre la phase de remodelage qui est je transforme mon collagène de type 3 en collagène de type 1, je redonne une bonne organisation de mes fibres, etc. Et ça, c'est la cicatrisation classique. Donc toi, tu sors ta sortie vélo, tu fais ta sortie course à pied, ta lésion, ta douleur. Ok, donc là tu te dis, ok, donc là j'ai surchargé mon tendon rotulien, ok, il y a lésion, il commence l'inflammation, ok. Moi, j'ai mal, je cherche pas à diminuer l'inflammation, mais je cherche à calmer la douleur. Et là, pour calmer la douleur, un des outils qui est assez intéressant, c'est l'isométrie, mais cette fois à basse intensité. Donc tout à l'heure, je parlais d'isométrie à moyenne intensité 60-70 pour déclencher des processus de modification de la biologie, plus pour à plus haute intensité pour des facteurs neuraux, mais pour la douleur, on va jouer sur de la basse intensité, donc on est aux alentours des 40%, et en fait, on va venir activer ce qu'on appelle la voie descendante de la douleur. Parce qu'en fait, il y a une voie ascendante qu'on imagine, c'est-à-dire qu'en gros, il y a lésion au niveau du tissu, les nocicepteurs, donc les récepteurs à la douleur, envoient l'information par la moelle épinière jusqu'au cerveau. Là, le cerveau, il a deux options, il filtre, donc il dit douleur ou gêne ou inconfort ou je sens rien, il diminue ou il augmente la douleur. Et pour ça, derrière, il a une voie descendante où il va de nouveau agir sur la moelle épinière, puis sur le lieu de lésion, en sécrétant des hormones, endorphines, sérotonine et des hormones cannabinoïdes. Où en gros, il va venir détendre le système et faire en sorte que la douleur, elle soit moins présente. Donc du coup, c'est l'effet antalgique de l'isométrie. Donc petite contraction isométrique. Pour le système, Mm. comme l'isométrie dure longtemps, ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour la survie, donc il va faire en sorte de pouvoir la durer, et pour que tu puisses maintenir ton isométrie, ben, il va calmer la douleur. Donc tu fais un effet antalgique. Donc ça calme la douleur, ça change rien au niveau du tendon, mais tu as calmé la douleur. Une fois que tu as calmé la douleur, toi tu es au courant que dans pas longtemps, il va y avoir du tissu cicatriciel qui va être produit, et qu'il va falloir ensuite transformer en collagène de type 1, et donc du coup, bah, tu vas appliquer tes modes de contraction, tes signaux pour avoir de la biologie. Donc, tu vas essayer d'être sur un angle d'allongement qui est non douloureux. Sur cet angle d'allongement non douloureux, tu vas commencer à faire des contractions isométriques. Bah, tu vas essayer de te rapprocher doucement des 60-70% sans créer de douleur. Et tu vas ensuite essayer, une fois que tu l'as atteint, d'augmenter la durée, le temps sous tension de cette contraction-là. C'est le premier signal. Une fois que je vois que c'est toléré, et ben là, je vais pouvoir tout doucement remettre un peu de charge et essayer de faire ce fameux protocole HSR pour avoir de la biologie. Et si tu t'y prends suffisamment tôt et sans surcharger, enfin continuer à surcharger et donc en manageant par rapport à la douleur, bah en fait en 10-15 jours c'est réglé le truc. Mm. Maintenant, si, comme c'est souvent le cas, tu fais ta sortie course à pied en descente, le lendemain tu as un peu mal, tu dis ah c'est pas grave, j'attends une journée, le surlendemain je repars, ah c'est encore un peu plus mal et je fais ça pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines je me dis ah putain là j'arrive plus à plier le genou. Là on est quasiment sur le même procédé, ben, sauf que tu as signé pour 3 mois, quoi. Ok, ouais, donc c'est vraiment le fait de pouvoir s'écouter quand ça survient et savoir prendre les mesures instantanément C'est plutôt que indispensable. laisser couler et espérer que ça passe et au final après ça s'empire et ça va prendre plus longtemps, tu vas payer plus longtemps derrière pour te remettre en santé quoi. Bah, en fait, le laisser passer, ça peut pas fonctionner parce que le tendon, en fait, il est basé sur une balance entre je produis et je dégrade. Et donc, tant que tout va bien, il produit du collagène et si tu le sollicites correctement, il s'hypertrophie, il va de mieux en mieux. À partir du moment où tu l'as surchargé, les enzymes de dégradation, donc on appelle ça des MMP ou métalloprotéinases, qui vont dégrader le collagène et le tendon, s'activent plus que la production. Donc en fait, Hmm. tu viens de faire pencher la balance du côté de la dégradation. Et si tu la rétablis pas par des contraintes adaptées, eh ben elle restera dans ce versant-là. Et donc, du coup, ton tendon, au fur et à mesure du temps, va se dégrader, se dégrader, se dégrader, se dégrader, se dégrader, jusqu'au moment où tu pourras plus l'utiliser, quoi. Enfin, tu pourras plus, tu auras trop mal pour faire quoi que ce soit. Quand tu parles de contraintes adaptées et tu parles de trouver la contrainte qui est appropriée sans douleur, Ouais. euh, j'ai toujours l'impression que c'est un mur invisible en fait vers lequel tu cours et tu sais pas que tu l'as tapé avant de l'avoir tapé. Tu sais pas à quelle distance tu te trouves du mur avant Ouais. d'être rentré dedans en fait. Comment est-ce que tu gères dans ces premiers jours au final après quand tu as réussi à gérer un petit peu la douleur avec ces isométries à basse intensité comme tu les as mentionnées? Comment est-ce que ensuite je vais pouvoir jauger quelle amplitude de mouvement, quelle durée, quelle intensité je vais mettre et est-ce que je peux me permettre de, disons, commencer à sentir un petit peu de douleur et arrêter l'exercice ou est-ce que je dois vraiment avoir zéro ressenti de douleur sur toute l'exécution des exercices? Comment tu vois le truc?
Euh, alors moi, quand j'ai des patients, des athlètes comme ça et que j'essaye dans le premier rendez-vous de leur expliquer comment ça va se passer, la première chose que je leur dis, c'est que il faut arrêter de juger la douleur. Dans le sens où, quand je dis juger, c'est pas évaluer, c'est juger, c'est-à-dire lui mettre une connotation positive ou négative. Parce que souvent, la douleur, elle va créer chez l'individu un sentiment de détresse, tu sais, où il va se dire, ah putain, j'ai encore foiré, j'ai surchargé, je vais jamais guérir, etc. Notamment si la douleur, elle dure longtemps. Hmm. Alors qu'en fait, la douleur, techniquement, c'est le seul moyen de communication qu'on a avec nos tissus. Il s'avère qu'il n'y a encore aucun tendon qui parle espagnol ou anglais, donc on n'arrive pas à communiquer avec, et le seul moyen de communication qu'ils ont avec nous, c'est la douleur. Et donc en fait, c'est une simple information qui nous dit, ok, là mon système tolère, ou là mon système ne tolère pas, ou n'a pas toléré. Et rien de plus, rien de moins. C'est pas, il faut pas essayer, j'ai mal et c'est négatif, ou absence de douleur, c'est positif. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, des fois un tendon, ça peut être pathologique sans avoir de douleur. C'est juste une info, comme n'importe quelle autre info, faut la prendre comme telle. Et donc en gros, cette info, elle est pas, c'est pas parce que tu as mal le jour J que tu as fait foirer toute ta rééducation et que tu repars à zéro. Ça veut juste dire que ce que tu as fait la veille ou juste avant, parce que tu as mal pendant ou juste après l'exercice, bah, c'était pas toléré par ton corps. Et c'est ok. Tu vois, c'est la mode, ça, c'est ok. On est en 2026, donc il faut le placer. Et c'est ok, en fait. Et donc, du coup, tu vas juste noter dans ta tête ou sur ton carnet que, ok, bah, aujourd'hui, j'ai augmenté je suis passé de 3 fois 8 RM sur mon HSR à 3 fois 6 RM. Ça m'a généré des douleurs. Bah, je repasse à mon 3 fois 8 RM. Et c'est tout, en fait. Hmm. Sans chercher plus loin, etc. Et moi, ce que je demande, c'est que, ce changement-là, cette adaptation-là où on se dit, OK, là, j'ai trop fait, on la met en place quand on dépasse le seuil d'inconfort. C'est-à-dire que généralement, dans la science, mais bon, c'est facile dans la science, dans la théorie, tout se passe toujours bien, mais on dit 3-4 sur 10 de douleur. Mais 3-4 sur 10 de douleur, c'est hyper vague, quoi. Et donc, moi, ce que je demande, c'est la gêne, l'inconfort, on tolère. Parce qu'en même temps, on travaille sur un tissu qui est potentiellement lésé, donc forcément, il se passe quelque chose. Mais dès que ça devient de la douleur, on tolère plus. Ça veut dire que du coup, on a un trophée et juste on rediminue. Sans, si jamais elle est trop intense, tu refais tes isométries basse intensité, tu la calmes et tu reprends ton truc. C'était Hmm. juste une info qui est venue et qui est passée. Le problème, c'est si elle dure. Si elle dure, c'est que t'es en train, il y a quelque chose qui va pas quelque part. Et il faut chercher où. Est-ce qu'il faut attendre de plus avoir de douleur du tout et d'être revenu à ce 60% que tu as cité tout à l'heure sur les isométries avant de passer sur le protocole plus dynamique au niveau de Non. la mise en tension? Moi, la mise en tension dynamique, je la mets en place dès que j'ai une amplitude non douloureuse. Donc dès que tu peux Même si elle n'est accéder pas à toute complète. l'amplitude du mouvement. Ah, même si elle n'est pas complète. Ok. Même si elle n'est pas complète. Parce Ok. que Ouais. généralement, la douleur va apparaître progressivement de plus en plus quand tu vas aller en allongement, puisqu'on l'a vu, c'est ce qui met de plus en plus de contraintes sur le tendon. Et si tu attends d'avoir toute ton amplitude, putain, si en plus t'es souple, t'en as pour une plombe, d'avoir toute ton amplitude non douloureuse, des fois, bah, tu vas attendre très longtemps et pendant ce temps-là, bah, comme tu es toujours sur des isométries basse intensité, il y a rien qui stimule ton tendon, donc il continue de se dégrader. Donc en fait, le plus vite possible, il faut remettre de la charge. Hmm. Et bah dès que j'ai une angulation, une amplitude, même si bah tant pis, elle est restreinte, mais dès que je peux, je remets soit que de l'excentrique, soit ce protocole assez cher, mais je remets de la charge dessus, toujours avec cette évaluation de la douleur, mais très très rapidement. Par contre, c'est la plio que je mets tardivement Ouais. et que je Ouais. trouve qu'elle apparaît beaucoup trop rapidement dans ce que je peux voir passer comme protocole de rééducation. Parce que la plio, pour le coup, elle n'a aucun intérêt hormis performance sur la structure du tendon parce que la sécrétion de collagène par le protocole HSR va déjà suffire à augmenter la raideur du tendon. Pas Hmm. autant que la plio, mais ça suffira. Et la plio, par contre, c'est déjà trop d'intensité et c'est trop dur à calibrer en fait la pliométrie. On a des données sur le nombre de bonds, sur l'intensité, etc. Mais c'est tellement opérateur dépendant l'intensité d'un bond que en fait c'est hyper dur à calibrer. Et donc du coup je trouve qu'elle apparaît trop tard. Et la science d'ailleurs elle a donné des barèmes qui à mon avis sont rarement respectés. C'est qu'en gros la pliométrie elle peut être réintégrée quand le 3 x 8 RM à 3 secondes est toléré et qu'il y a moins de 15 ou 20% d'écart entre la jambe pathologique et la jambe saine en termes de force. Donc Ok. c'est des standards quoi. Et ça c'est pas rempli au bout de 2 semaines de réhab quoi. Hmm. Ouais, ça me fait penser à un barème ou un standard que, il me semble, j'ai entendu il y a des années, c'était peut-être il y a 8 10 ans, il faut que tu aies un squat à 1,5 fois ton poids de corps, voire même plus, avant de faire de la pliométrie. Est-ce que ça tombe un peu Ça dans le... c'est Ah, moins vrai ça.
Alors, pas que ce soit plus vrai ou moins vrai, mais dans l'ordre d'idée de se dire, avant de vraiment vouloir Oui. aller vers l'aspect vitesse du tendon et de cette réactivité, il faut d'abord cette base de force importante. Complètement. En fait, Ok. on en revient à notre élastique où il faut qu'il soit Ouais. capable d'absorber avant de pouvoir restituer. Quand tu vas mettre de la pliométrie, et puis pour tous ceux qui en ont déjà fait, en fait, selon l'intention que je vais mettre dans mon drop jump ou dans mon dev jump ou même dans ma corde à sauter, franchement, ça donne pas du tout la même chose. Les contraintes, c'est pas du tout les mêmes. Donc, c'est hyper compliqué, même pour le kiné ou le préparateur physique, de calibrer. Même si je te dis, je sais pas, on reprend progressivement et je te mets un 3x3 en drop jump ou en dev jump, tu vois. Bah en fait, je sais pas, autant tu vas rien me faire parce que tu vas juste descendre de la boxe et faire un vieux saut et tu vas me dire bah en fait j'ai rien fait de la séance. Et autant tu vas me mettre de l'intention et de l'intensité et là tu vas me surcharger le tendon. Donc la biométrie c'est dur à calibrer, ça peut être très intense, ça peut être très contraignant pour le tendon. Donc vaut mieux l'intégrer quand on est sûr que le tendon ait un minimum de capacité quoi. Et c'est Hmm. pas au bout de 2 semaines de prise en charge. Ouais, ouais, super intéressant. Tu as parlé du fait qu'il faut d'abord ces niveaux de force pour pouvoir étirer le tendon pour qu'il restitue la force ensuite. Euh, parle, Parle-nous un petit peu de cette dynamique justement entre les muscles et les tendons, notamment dans le sprint. Ce qu'on voit à haut niveau avec des sprinters, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du muscle, au niveau de sa contraction? Est-ce qu'il y a une longue course d'action? Est-ce que c'est très isométrique et c'est le tendon qui fait plus de boulot? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre la chose aujourd'hui dans le milieu du sprint, vu que tu as bossé là-dedans? Si tu es coach prépa physique ou kiné et que tu veux enfin maîtriser la programmation de l'endurance, tu peux rejoindre ma formation accompagnée, le Mastermind Endurance de Upside Strength. La saison 5 débute en septembre 2026. Tu peux rejoindre la liste d'attente en cliquant le lien dans la description et reste bien jusqu'à la fin de ce podcast pour en apprendre un petit peu plus sur cette formation. En fait, dans le milieu du sprint, alors déjà, c'est très à part. Et il faut avoir en tête que, alors, je vais juste faire une partie anatomie pour essayer de comprendre, mais en gros, le tendon, c'est une jonction mécanique qui relie le muscle jusqu'à l'os. Et donc, du coup, on a deux jonctions. On a la jonction muscle-tendon, qu'on appelle la jonction myotendineuse, et on a la jonction tendon-os, qu'on appelle l'anthèse, donc le lieu d'insertion dans l'os. Et la science a montré qu'en gros, de l'anthèse jusqu'au corps musculaire, on a un continuum de raideur qui se met en place. Hmm. Et quand je parle de raideur, la raideur, c'est le niveau de force nécessaire pour déformer le tendon. Ça n'a rien à voir avec l'amplitude ou la mobilité. C'est pas la raideur articulaire, c'est la raideur tendineuse. C'est-à-dire combien de force j'ai besoin pour déformer mon tendon. Donc plus il est raide, plus je dois mettre de la force pour le déformer. Et à l'inverse, plus il est compliant, ce qui est l'inverse de raideur tendineuse, moins j'ai besoin de force pour le déformer. Et donc, au niveau de l'anthèse, donc de l'insertion de tendon dans l'os, c'est extrêmement raide et plus on va aller vers le muscle, plus ça va être compliant. Et l'idée, c'est de comprendre qu'en gros, pour ceux qui font de l'Aerox, imaginons, sur la station Sledpool, quand il faut déplacer une charge avec une corde, il vaut mieux que la corde soit tendue pour pas avoir de déperdition d'énergie au moment où je tire pour la déplacer. Et donc, pareil au niveau de l'os, pour que je puisse mouvoir l'os et faire bouger l'articulation sans perdre d'énergie, il vaut mieux que le tendon soit raide et tendu à cet endroit-là. À Hmm. l'inverse, si j'enroule ma corde autour d'une substance qui est globalement molle, et que je tire très fort dessus d'un coup, je vais l'arracher cette substance molle. Donc il a plutôt tendance à avoir du mou et pouvoir progressivement diffuser les contraintes au niveau du muscle pour éviter l'arrachement au niveau de la jonction muscle-tendon. Le sprinter, lui, pour avoir le plus d'efficacité au sol et absorber et transmettre le plus de force, il a besoin que le tendon soit extrêmement raide, puisque plus il est raide, plus il faut de force pour le déformer, donc plus il va emmagasiner de force, plus il va en restituer. Le problème, c'est que du coup, comme il travaille au maximum sa raideur, il augmente le risque de pathologie au niveau de la jonction muscle-tendon. Donc les tendinopathies, hormis anthèse en bas, par compression, elles sont relativement rares chez le sprinter. Par contre, les ruptures, que ce soit au niveau du mollet ou de la jonction muscle-tendon, ou dans le tendon, la rupture tendon d'Achille, ça c'est plus fréquent. Parce que du coup, Hmm. lui, il a un tendon extrêmement raide, et pour ceux qui ont déjà visualisé le pied d'un sprinter, quand l'avant du pied touche le sol, il y a rien qui bouge, et c'est assez impressionnant. Moi, quand je cours, mon avant du pied touche le sol, et puis j'ai mon talon, même si je lutte, qui tout doucement, bah, s'affaisse un peu et repart. Un sprinter de haut niveau, quand l'avant du pied touche le sol, il y a rien qui bouge, il repart direct. Son tendon, en fait, va être déformé un tout petit peu par les niveaux de force qui vont être appliqués, mais il est tellement raide qu'il se déforme très peu et il restitue directement et le sprinter repart. Donc lui, il a besoin d'énormément de force pour essayer de déformer un minimum et surtout
emmagasiner un maximum d'énergie dans le tendon. Donc, il faut que musculairement et nerveusement, il soit très fort. Et il a besoin qu'un tendon soit très raide pour justement le moins possible se déformer, mais pouvoir emmagasiner et restituer. Donc, lui, il a besoin de travailler les deux. C'est pour ça qu'en gros, ils sont musculairement et nerveusement très très forts et que en termes de pliométrie et de raideur tendineuse, ils sont extrêmement forts aussi. Par contre, ça majore le risque de lésion au niveau de la jonction. Le risque de Est-ce qu'il y a des entraînements qui peuvent cibler cette jonction de manière un petit peu plus Alors oui, spécifique ou... oui, on peut. On peut. En gros, ce qu'on sait, c'est que la raideur, elle est produite dans le tendon par deux facteurs. Le premier, c'est la production de collagène. Donc ça, on sait que bah, du coup, avec le lourd et le lent, je vais produire du collagène de type 1, je vais augmenter la raideur. Et la deuxième source de raideur, c'est la création ce qu'on appelle des crosslinks, donc c'est des protéines qui forment des ponts entre les fibres de collagène. Donc il faut imaginer les fibres de collagène qui sont des fils qui sont parallèles, et entre ces fils, je vais avoir des ponts, des petites protéines qui s'y accrochent. Et donc forcément, plus j'ai de ponts, plus il sera difficile de faire coulisser, de faire glisser mes fibres de collagène entre elles. Donc plus, moins je peux les faire coulisser, moins je peux déformer le tendon, ou plus il me faut une force pour le faire, et donc plus il devient raide. C'est le concept de raide. Pour comprendre ça, en gros, ça existe aussi entre les molécules d'eau, d'H2O. On prend un seau rempli d'eau, quand l'eau est plate, et qu'on tape très vite, très fort, bah, c'est comme un plat à la piscine, ça fait extrêmement mal à la main. Alors que si j'y vais tout doucement, je pénètre l'eau sans aucun problème. Ben, c'est la même chose. Pour favoriser l'activation et la production des crosslinks, il faut de la vitesse. Et donc, c'est là où on comprend pourquoi la pliométrie. Parce que la pliométrie est une contrainte de vitesse qui va favoriser la production et l'apparition de ces crosslinks entre les fibres de collagène et augmenter la raideur tendineuse. Donc, pareil pour l'anthèse, comme c'est le lieu le plus raide du tendon, si je veux agir sur l'anthèse, hormis tout ce qui est facteurs de compression qui sont généralement à l'origine des pathologies, mais si je veux augmenter et être plus efficace sur l'anthèse, eh ben, je vais mettre de la vitesse. Ça va me permettre de différencier, je dis pas encore une fois que c'est que l'anthèse ou que le corps du tendon, mais ça va me permettre de préférentiellement passer par l'anthèse plutôt que le corps du tendon. Le corps du tendon, on sait que plus on va monter, plus il va être compliant. Et du coup, si je veux travailler sur la compliance, eh ben, c'est comme le lourd et le lent dans l'eau, ben, c'est le lourd et le lent dans le tendon. Et la jonction muscle-tendon, comme j'ai plus de fibres musculaires à cet endroit-là, et ben là, dans ce cas-là, il va plutôt falloir favoriser les contractions concentriques et en course interne. Donc en gros, bah, par exemple, typiquement, l'isométrie PIMA ou IMA, mais en course interne, donc si on est sur le tendon d'Achille, sur la pointe de pied, plutôt que d'aller chercher l'allongement. Donc on revient en fait à l'idée qu'il faut travailler avec tous les régimes de contraction, à toutes les amplitudes, et que on peut prendre le prisme métabolique d'un côté, musculaire de l'autre et articulaire aussi. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'on va venir couvrir toutes nos bases. Et si on reprend un petit peu la question dans l'autre sens, parce qu'on parlait tout à l'heure du renforcement musculaire pour le coureur et de son bénéfice, ou peut-être le bénéfice dans ce qu'on a dit là du travail qui va être un peu plus ciblé sur le tissu conjonctif pour le coureur. Est-ce que, à ta connaissance, l'entièreté des gains en termes d'économie de course est associée, que l'on voit avec du travail notamment de vitesse ou du travail avec charge lourde, est associée avec cette rigidité tendineuse qui va en découler? Alors, disons que je voulais juste revenir sur ce que tu disais qui était hyper important sur les différents modes de contraction. C'est vrai que en ce moment, c'est un peu la mode de l'isométrie. Et donc, du coup, il y en a plein qui pensent que l'isométrie, c'est la solution au tendon. Et en Mm. fait, la science là-dessus, elle est claire hein, et nette. Hein. Il n'y a pas de différence significative entre l'isométrie, l'excentrique ou l'excentrique plus concentrique. Les modes de contraction sont tout aussi efficaces sur le tendon. C'est juste que l'isométrie, l'isométrie, elle est un peu au tendon ce que l'argent est au bonheur. C'est une porte d'entrée, tu vois, un peu sécuritaire, mais clairement, ça suffit pas. Tu peux pas, Mm. ça fera pas tout. Il faudra passer à un moment donné par de l'excentrique, par de la charge et par de la plio si tu veux vraiment avoir un tendon sain. Tout comme l'argent, bah, c'est une bonne porte d'entrée, mais il faudra passer par une relation familiale, amoureuse, des enfants, machin, pour avoir un bonheur vraiment complet. Donc, ça, c'est important sur les modes de contraction. L'isométrie n'est pas la solution. C'est une porte d'entrée, mais il faut pas s'y arrêter là. Et sur la deuxième question sur l'économie de course,
en vrai, quoi d'autre? Tu vois ce que je veux dire? D'où peut provenir l'économie de course que de là. C'est-à-dire qu'en gros, plus je suis capable d'emmagasiner et de restituer, moins il m'est nécessaire de produire de la force. Donc moins je dépense d'énergie. Donc je peux pas répondre avec certitude. Oui, l'économie de course vient de l'amélioration de la raideur tendineuse, mais je vais faire ce qui doit pas forcément être fait. Mais je vais répondre à ta question par une question. J'ai envie de dire, si c'est pas ça, c'est quoi? Tu vois, Ouais. Ouais. Maintenant, si on reprend notre cas de coureur débutant, je suis convaincu, alors j'ai clairement pas été aussi loin que toi dans le sprint, mais ayant coaché un peu en prépa physique rugby il y a quelques années, je me suis beaucoup intéressé là-dedans. J'ai mis en place des trucs avec une équipe amateur et ça avait vraiment très très bien marché en termes de progression. Mais vu ton background, je voulais te poser la question, pour toi, quels sont les prérequis avant de faire du sprint à plat? On sait que le sprint à plat, c'est ouais. très très puissant comme modalité d'entraînement. On peut parler d'athlétisme et d'athléticisme et que le sprint englobe un petit peu cette vision de l'athlète, si tu veux, la personne athlétique ou le sportif athlétique. Mais pour toi, comment est-ce qu'on arrive au stade du sprint pour quelqu'un qui n'en fait pas à la base ou qui n'en a jamais fait? Quelles sont les étapes à respecter? Dans quel ordre pour y arriver? Bah, en fait, le problème, c'est que c'est pas quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est quelqu'un qui n'en a plus fait. Parce que Hmm. du sprint, on en a tous fait. C'est-à-dire, quand on était enfant, on a tous sprinté. Et Ouais, ça se passait très très bien. Le problème, il est apparu au moment où on a arrêté de sprinter, ce qu'il ne faudrait jamais faire, en fait. Parce que le sprint, c'est clairement quelque chose d'essentiel. Enfin, il y a rien de mieux pour la santé tendineuse. Le problème, c'est qu'on a arrêté. Et que du coup, forcément, il y a eu un déconditionnement, que ce soit musculaire ou tendineux. Et que du coup, la reprise du sprint, comme c'est d'énormes contraintes, risque de potentiellement léser le tendon ou la jonction muscle-tendon. Donc la question c'est comment on fait pour redevenir suffisamment enfin pour revenir en capacité de faire des sprints. Et en vrai, il n'y a pas mille solutions. Il n'y a pas de barème. On peut pas dire quand tu sais faire ça, tu peux faire ça. Ce qu'on sait, c'est que tu as besoin pour sprinter d'avoir ta capacité à générer de la force au moment du contact au sol parce que c'est la définition du sprint. Et tu as besoin que tes tissus conjonctifs et musculaires travaillent en synergie pour que l'un produise, l'autre soit capable d'absorber et de restituer. Bon, si musculairement t'es pas capable de produire beaucoup de force, c'est pas risqué, tu seras juste pas performant. Bon, si tu débutes en même temps, tu seras pas performant. Maintenant, si le côté absorbé, restitué est défaillant, là c'est plus chiant parce que tu risques de te blesser. Donc, dans un premier temps, l'idée c'est de se dire, ok, mon risque il est là, je vais essayer de réduire le risque en mettant en place ce qu'on a vu sur augmenter la capacité à restituer. Et comme le second risque, c'est que mon corps ne soit pas en capacité de tolérer les contraintes du sprint, bah, je vais augmenter la vitesse de mon sprint très progressivement. Et en vrai, hmm, je vais prendre le temps. De toute façon, je suis débutant. Donc, que je cours à 100% ou à 80%, je vais faire un chrono dégueulasse. Je suis débutant. Donc, ça va pas changer ma vie. Donc, autant que pendant que je me prépare, et on sait que ça prend à peu près 3-4, enfin, tu vois, 3-4 mois au niveau de la biologie tendineuse, pendant que je prépare mes tendons à pouvoir supporter cette activité, autant que je m'entraîne à une intensité qui est potentiellement pas trop dangereuse. Donc je dis pas de faire que du footing, mais je dis que tu peux te limiter à 80-85% sur ton sprint. T'es pas obligé de te taper des 100 mètres pleine balle toutes les semaines. Ça te permettra de travailler ta technique, ça te permettra de peut-être travailler ton volume, parce que si tu travailles à 80%, tu peux peut-être faire des 120 mètres ou des 150 mètres, plutôt que faire des 100 mètres. Mais c'est plus sécuritaire que de t'envoyer pleine balle à 100 mètres à 100% de vitesse. Et hmm. pendant ce temps-là, à côté, tu prépares ton corps à encaisser. Quel lien tu vois entre les saisons et les pathologies tendineuses? Et ça, c'est hyper drôle parce que ça, je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Mais en fait, le tendon, il semble répondre au cycle circadien. Déjà pas évident à dire. Donc le tendon semble répondre au cycle circadien. Donc en gros, il aime pas la nuit. Ouais. Bon, non, je vais pas dire comme nous tous parce qu'il y en a qui adorent la nuit. Mais en gros, il préfère. Donc en fait, même si on pousse le truc plus loin, le travail de développement du tendon devrait être fait le matin ou en fin de matinée. Ok. Et donc si je vais au bout de ta question,
quelle saison il aime pas? Bah, il aime pas. Alors, ça dépend où on se situe sur le globe, mais en gros, il aime pas l'hiver Quand il y a moins de lumière. quand il y a moins de lumière, parce que Ouais. voilà, pour lui, encore une fois, c'est biologique. L'hiver, nous, on hiberne. Enfin, biologiquement parlant, on est censé faire moins, vivre au rythme du Mm. soleil. Mm. Et sauf que bah c'est pas le cas. Et du coup, bah c'est souvent là que les pathologies, les lésions peuvent arriver. Est-ce que tu vois une proportion plus importante justement des manifestations au début de l'hiver, novembre, décembre? Est-ce que Ah, en fait, pas empiriquement, forcément. non? Parce que le problème, c'est que l'été, le tendon, il va mieux, mais que c'est la mode du summer body. Et que du coup, faut perdre du poids. Hmm. Et que du coup, les gens se mettent à courir. Ça n'a rien à voir avec le fait que le tendon aime ou pas l'été. C'est juste que d'un coup, on va lui foutre une grosse surcharge de volume parce que d'un coup, j'ai décidé que les 10 kilos que j'ai accumulés de juillet à avril, je dois les perdre de mai à juin. Hmm. Et Ouais, du coup, bah, c'est la ouais, surcharge, c'est c'est pas la saison. C'est pas la saison. Mais par contre, oui, moi, l'hiver, je sais que je suis, genre, quand on arrive dans les mois de la dépression, là, octobre, novembre, souvent, oui, ça tombe, quoi. Ça ouais. tombe. Ah, mais juste de mon expérience ces 2 dernières années, c'est peut-être juste que je deviens vieux, mais le coup des genoux, je les sens un peu plus souvent quand c'est l'hiver que quand c'est Ouais, mais c'est l'été. pas. Après, Déjà parce peut-être que qu'il sur y a... la douleur, il y a plein de trucs qui jouent et souvent quand tu Ouais. arrives en fin d'année, il y a un peu tu sais, enfin, c'est une blague mais c'est moyennement une blague. C'est un peu des mois un peu longs, un peu dépressifs, tu sais, où bah t'es moins en forme et ça joue sur la douleur. Hmm. Donc des fois ça joue aussi. Ouais, ouais. Est-ce que... Bon, après, tu me diras, faut juste entraîner ses tendons toute l'année et puis l'hiver, ça ira mieux. Mais j'allais dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en amont? Mais ouais, pour répondre à ma propre question, enfin, faut reprendre les différents éléments que tu as mis en avant sur l'isométrie, sur les tempos lents et sur l'aspect pliométrie. Et il faut les intégrer intelligemment dans l'année et dans la progression, peu importe les objectifs au final. Parce qu'il y a l'aspect musculaire, il y a l'aspect physiologie, cardiovasculaire, énergétique, tout ce qu'on veut, l'aspect nerveux, et il faut aussi gérer l'aspect du tissu conjonctif de manière intelligente. Ouais. Et en fait, le truc qu'il faut faire gaffe, notamment l'été ou l'hiver, mais ça c'est plus chez le sportif amateur. Enfin, enfin, en gros, là où je veux en venir, c'est que tu sais, souvent quand tu t'entraînes et que tu charges, tu progresses, à un moment donné, ton système nerveux il sature. Il y a une espèce Mm, de stagnation et tu sens que tu as besoin de couper. Et c'est pour ça qu'on a créé les vacances. Et le problème, c'est que le repos, c'est génial pour le système nerveux, mais c'est très délétère pour la biologie. mm, C'est-à-dire qu'en gros, la biologie, elle, pendant que ton système nerveux récupère au moment du repos et des vacances, elle se dégrade. Et ce qui se passe souvent, c'est que du coup, au retour des vacances, ton système nerveux, lui, il a pris les pompes up, tu vois, il est prêt mais ta biologie, elle s'est dégradée. Donc tu retournes dans ton entraînement, t'es frais, tu bombardes, et bah boum, ça pète. Parce que si t'as pris 15 jours de vacances, ton tendon, lui, s'est dégradé pendant 15 jours, mm. et ton système nerveux, lui, il a récupéré pendant 15 jours, et on retrouve cette fameuse asymétrie. Donc ça, c'est un truc auquel il faut penser. C'est-à-dire que même quand tu es en vacances, c'est pas plus mal si une fois ou deux fois par semaine, tu te mets quand même un petit signal. Je dis pas de te faire une séance d'une heure et demie, hein, mais on a vu, tu vois, soit tu te fais deux, trois séries de renfo, soit tu te fais juste deux, trois isométries, mais juste de continuer à dire à ta biologie, ça va revenir, les gars. Partez pas trop. À un moment donné, ça va revenir. Faudra être prêt, quoi. Parce que bah, le retour des vacances, souvent, et souvent ça loupe pas. Tu vois, tu regardes je sais pas si tu suis la NBA, mais si tu Mm. suis la NBA, début de saison, généralement tu t'en tapes deux. Il y a deux tendons d'Achille qui lâchent. Je sais pas, je leur souhaite à personne, mais souvent ça tombe direct. Est-ce que, avec toutes les blessures qu'on voit, que ce soit en NBA, on peut parler de la NHL, on peut parler de foot aussi, est-ce que, à ton avis, il y a un manque de focus sur le tissu conjonctif en général chez l'athlète professionnel ou le joueur professionnel de sport collectif? Ah, c'est comme si tu demandais à un boucher si les gens mangeaient assez de viande. Il te dirait non, tu vois. Mais je... en gros, bah moi je dirais que non. Déjà parce que quand je discute avec, tu vois, quand j'interviens dans les clubs ou les choses comme ça et que je demande, ok, qu'est-ce qui est fait comme entraînement, il n'y a pas grand-chose. En gros, le seul truc qui est fait pour ce qu'on généralement, c'est la pluie quand tu leur dis, ok, bon, vous m'avez dit que il y a quand même la moitié de l'équipe qui a mal au tendon d'Achille. Bon, ce qui semble quand même être problématique. Qu'est-ce que vous mettez en place sur les tendons? Ah bah nous, on a quand même ce protocole de pliométrie où ils font cette pliométrie Mm. extensive, Oui, d'accord, mais et donc on en revient à notre discussion qu'on a eue depuis tout à l'heure. Donc
de manière empirique, je dirais qu'il y a souvent rien en fait qui est mis en place. C'est même pas qu'il y a peu de choses, souvent il y a rien qui est mis en place. Et donc du coup, c'est de levier parce que ça c'est un peu ta phrase que tu sors souvent, c'est-à-dire que d'ailleurs que c'est tellement la tienne que je saurais peut-être pas la redire exactement, mais tu dis que le meilleur entraînement c'est celui que tu as jamais fait ou le meilleur stimulus c'est celui que tu as jamais donné ou la Ouais, c'est meilleure ça. séance c'est celle que tu as jamais faite. Il y a une phrase comme ça que tu Ah, une et combinaison de ces trois-là, ouais. voilà, il y a quelque chose comme ça. Et en fait ça c'est exact. C'est fractal aussi. Ça marche à tous les. Et ben en gros c'est pareil. En gros sur le tissu conjonctif comme c'est jamais entraîné, ça reste un gros levier de progression parce qu'encore une fois il y a pas besoin de grand chose pour créer des adaptations puisque de toute façon c'est pas Hmm. du tout entraîné. Donc en vrai il y a des choses qui peuvent être mis en place dans les clubs, dans les équipes au moment des échauffements parce que quand tu regardes les échauffements, pareil, tu as envie de prendre une grande respiration, tu te dis bah là à ce moment-là où vous faites pas grand chose, faites un truc utile pour les pathologies que vous pouvez développer. Tu vois. Ouais. Donc, alors, il y a des sports dans lesquels je n'ai aucune connaissance parce que je suis jamais intervenu, type NHL ou football américain, j'en ai aucune idée. Mais NBA, basket français, football français, pour citer les rugby, ils sont pas si, rugby c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu après? Sport de combat, c'est vide. Sport de raquette, c'est vide. C'est des trucs dans lesquels il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Est-ce que ça ferait que, genre, imaginons qu'on me mette à la tête de, je sais pas moi, d'une équipe de foot, de la préparation physique d'une équipe de foot. Est-ce que je fais zéro pathologie tendon d'Achille ou tendon de retien? Non, pas du tout. C'est pas ça. Mais j'ai la présomption de dire que, enfin, je sais pas la présomption, mais en gros, je me dis que je pense que tu peux les diminuer, quoi. Hmm. Tu peux les Ouais, puis diminuer parce qu'il y a rien qui est fait, quoi. ah, puis t'as la blessure en elle-même, ou la lésion, ou la pathologie, mais après, t'as tout le stade peut-être pré-pathologique ou pré-blessure, où en fait, t'as des douleurs, t'as des gènes, t'as des trucs qui Ouais. vont direct, enfin, qu'on le veuille ou non, qui vont avoir une influence sur ta capacité à t'exprimer, à ta capacité à exprimer ton potentiel, ou même la charge mentale que t'as au quotidien, parce que avoir mal tout le temps, c'est une C'est horrible. charge qui est non négligeable. Et donc, même si c'est petit, c'est latent, c'est un peu comme le bruit de la ville, et puis et tout ça, tu le remarques même pas, mais en fait, ça t'affecte quand même. De ouf. Donc, je pense que même sur ce créneau-là, si on rentre même pas dans le dossier des blessures, il y a un gain super intéressant à avoir pour, ben, en gros, juste améliorer l'état de santé des articulations et du tissu conjonctif de tout un chacun, et faire en sorte qu'on puisse ensuite aller faire notre taf, aller s'exprimer athlétiquement avec le moins de risques possible, quoi. Je suis 100% d'accord. Valentin, c'était super intéressant cette discussion. Je me suis pas replongé dans ce sujet depuis très très longtemps. J'avais écouté deux trois podcasts à l'époque avec Jake Tura. Je pense que ça te parle. Ouais, moi, on Euh, échange un peu avec Jake parce que, encore une fois, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que sur le tendon, il n'y a pas des masses de personnes qui s'y hmm. intéressent. Lui, il était là bien avant moi. Il sera peut-être là bien après moi, mais, donc, du coup, ça fait partie des gens avec qui j'aime échanger et que je suis énormément, ouais. Ouais, et donc je l'avais eu sur le podcast il y a très longtemps, et donc ça fait plaisir de remettre ça à jour dans ma mémoire, et avec quelqu'un d'aussi compétent que toi. Pour ceux et celles qui s'intéressent à ton travail et qui veulent aller plus loin, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux, et comment est-ce qu'ils peuvent peut-être se former avec toi? Bah, sur les réseaux, du coup, c'est Motion Therapy Expert. J'ai ce nom-là sur les réseaux, notamment sur Instagram. Et après, pour se former là-dessus, donc il y a un e-learning qui s'appelle Tendon Révolution qui est disponible du coup dans ma bio Instagram ou sur mon site internet motiontherapyexpert.com. Donc ça, c'est un e-learning qui est accessible à tous ceux qui souhaitent se former, que ce soit des professionnels de sport santé ou des sportifs. Et après, il y a des formations en présentiel, mais ça, c'est exclusivement pour les kinésithérapeutes. Donc tendinopathie EBP. D'ailleurs, prochaine date, je sais pas quand sortira l'épisode, mais prochaine date, c'est 5-6 novembre à Lyon. Et il y Hmm. a Rehab Révolution, qui, ça, c'est plus tourné vers la réathlétisation et la préparation physique, qui aura lieu, la prochaine date, c'est en Suisse, à Nyon, les 28 et 29 novembre. Voilà. Tu vas où à Nyon? Alors, écoute, j'ai découvert cette ville lorsqu'on m'a dit que j'allais donner la formation à Nyon. Donc, je sais que je vais à Nyon, mais je sais pas exactement où Le nom encore. de la salle, tu sais? Pas encore. Mais Tu je sais peux le pas encore, savoir, il ok. faudrait que j'aille sur le site, ouais. Ouais, parce que j'ai habité à Nyon pendant C'est vrai? 20 et quelques années. Ouais, je viens de là-bas. Il y a moyen qu'il y ait une statue de toi alors.
Le statut, je pense pas. Le statut, je pense pas. Par contre, tous mes potes d'enfance et la Ouais, majorité mais bon, des t'as gens dû qui ont former, il des... y a des gens qui doivent être formés, qui doivent te connaître là-bas. Du coup, j'en parlerai, je dirais, Ah oui, 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 je connais. Bah, je connais. Enfin, j'ai grandi là-bas, donc je Ouais, connais ok, ok, bah quasiment tout le monde écoute. encore. Comme quoi Ouais. le monde est petit, parce que moi, quand on m'a dit Nyon, bon, j'avoue que je suis pas très bon en géographie, puis surtout dans les pays où il y a pas trop de soleil, mais Nyon, je connaissais pas, donc je vais découvrir. Et en plus, maintenant, je connais l'emblème de Nyon. Non, T'es trop gentil. Non, on dit souvent que c'est la ville la plus rapide de Suisse. C'est vrai? Nyon. Mais Ah, d'accord. c'est juste une Ouais, mauvaise donc il y blague. a de l'humour en plus. Ah, mais ça va me plaire. C'est une ville qui a de l'humour, ça va me plaire en plus. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Super. Bah écoute, Valentin, merci beaucoup pour cet échange. C'est vraiment un plaisir. Je t'en Et prie. j'ai appris plein de trucs et je me réjouis de mettre en place ces quelques idées à l'avenir. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine. Yes, avec plaisir. Merci. Le Mastermind Endurance, c'est la formation dédiée aux coachs prépa physique et kinés qui veulent savoir planifier l'endurance pour leurs sportifs. L'objectif est de développer des compétences concrètes que tu peux tout de suite appliquer sur le terrain afin d'écrire des programmes individualisés et adaptés à ceux et celles que tu coaches. Beaucoup plus simple pour moi de pouvoir planifier. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus rapide. Je sais exactement où je vais et il y a un peu moins d'improvisation. Que tu encadres des crossfitters qui manquent d'endurance, des débutants en course à pied ou en aerox qui veulent éviter la blessure ou des cyclistes confirmés en recherche de performance, cette formation couvre tout ce que tu dois savoir pour planifier avec confiance et compétence. Plus d'assurance et me sentir plus pro. Le format 100% distanciel sur 12 semaines combine des temps d'études en autonomie et des mises en commun avec les autres apprenants afin de progresser sereinement sans surcharger ton emploi du temps pro ou perso. Chaque semaine, tu accèdes à un nouveau module théorique qui pose les bases, des exercices de consolidation pour ancrer tes nouvelles connaissances, des mises en situation concrètes sous forme d'activités pratiques et de cas d'études afin de développer de vraies compétences, et une classe virtuelle avec les autres apprenants pour combiner vos expériences et enrichir votre apprentissage. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Je travaille plus au hasard. C'était une de mes meilleures formations que j'ai faites, qui était la plus complète. Cette formation n'est ouverte que 2 fois par année et les places sont limitées. Tu retrouveras toutes les informations ainsi que le lien vers la liste d'attente sous cette vidéo. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.